À Madame la députée de Joliette. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne vous cacherai pas que c'est avec énormément d'émotion que j'ai du mal à contenir un peu. Donc, je demande votre indulgence que je prends la parole sur... mon Dieu! Sur ce très important projet de loi, je vais être capable de passer à travers, inquiétez-vous pas. C'est juste qu'il y a comme un bouleversement d'émotions parce que vous savez que je suis dans mes dernières semaines de présence à l'Assemblée nationale et ça me frappe à quel point ce dossier-là, qui n'est pas un dossier, qui est un enjeu, qui est une réalité de l'accompagnement des personnes qui sont gravement malades, gravement souffrantes, avec cette possibilité de l'aide médicale à mourir, va m'avoir accompagnée de la première année de mon mandat. La première fois que j'en ai discuté ici en Chambre, je n'avais pas encore une année de vie politique dans le corps. Et là, j'en ai presque 14. Et de toute évidence, ça va être le dernier projet de loi sur lequel je vais me prononcer, sur lequel je vais travailler dans ma vie politique. Donc, c'est extrêmement significatif. C'est extrêmement significatif tout ce que ce débat-là va nous avoir apporté, je pense, collectivement, comme humains, comme société, comme parlementaire, comme institution, parce que c'est un débat qui est fondamental et qui, je pense, a permis à la démocratie québécoise de montrer le plus beau de ce qu'elle peut faire quand elle s'unit, quand elle prend l'intérêt des gens dans ce qu'il a de plus réel, de plus concret, dans les enjeux les plus profonds pour les personnes et pour la société, et qu'elle décide de prendre ses responsabilités collectivement, tout parti confondu, ensemble, et de dire on va mettre toutes les autres questions qui nous habitent habituellement de côté, puis on va avoir une chose en tête, c'est l'intérêt supérieur des personnes malades qui souffrent et qu'on veut accompagner le mieux possible. Et je sais à quel point les Québécois sont attachés à la démarche qu'on a eue, parce qu'on a des témoignages à toutes les semaines de la réalité sur le terrain, sur le fond des choses, mais aussi de la manière dont on a procédé. Puis je pense que ça devrait nous inspirer aussi pour plein d'autres choses, mais ça, c'est un autre débat. Je suis très émue aussi, Madame la Présidente, de pouvoir faire cette allocution devant vous. Les gens ne le savent pas assez, à quel point votre contribution dans le premier rapport de la première commission, elle est déterminante, elle est fondamentale, et à quel point notre complicité, qui s'est transformée en amitié transpartisane, a été fructueuse pour réussir à dénouer tous les nœuds et d'aboutir à un rapport unanime à l'époque, donc en 2011, pour la première commission « Mourir dans la dignité ». Donc, je veux vraiment vous rendre hommage, Madame la Présidente, parce que vous avez été pour moi une découverte, une complice, une coéquipière de premier plan. Et sans vous, je ne sais pas si on aurait pu atterrir d'un rapport où il y avait une telle synergie, où vraiment on a réussi à s'entendre, à faire tous les compromis qu'il fallait. Bien sûr, avec le premier président qui a été Jeffrey Kelly, que je salue, que j'apprécie énormément et pour qui j'ai énormément d'affection, qui a joué un rôle déterminant pour qu'ensemble on parte bien les choses, mais vous avez pris la relève au pied levé quand il a été nommé ministre. Et c'est très, très important pour moi de vous rendre hommage. Et j'espère que les Québécois savent à quel point vous avez été déterminante aussi pour l'aboutissement de ce rapport-là. Ça m'amène à la question de la directive, de la demande anticipée, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais dans les premiers travaux, la députée de Mille-Îles le sait, elle était des premiers travaux avec vous et moi, Madame la Présidente, la question est déjà survenue, évidemment. On a déjà eu des débats sur la question de la possibilité de faire une demande anticipée, parce qu'on voyait évidemment cet enjeu-là. Et puis, on avait fait le choix
de dire dans notre rapport que c'était un enjeu fondamental, mais qu'on ne voulait pas se précipiter, qu'il fallait prendre les bouchées une à la fois et qu'on avait recommandé qu'un comité spécifiquement sur cette question-là soit formé. Ce qui a été fait, ce qui a donné le rapport McClure et Filion, donc qu'on a entendu d'ailleurs en commission il y a 2 jours à nouveau. Donc, tout ça s'enchaîne. Il y a toute une logique depuis le début qui est toujours là. Et cette question-là, elle était là. Puis quand, parce qu'il y a eu des changements de gouvernement, il y a eu plein de péripéties à travers ça, quand moi, je suis devenue ministre et que j'ai eu la chance de me voir confier cette responsabilité-là, on a fait tout le travail, on s'est inspiré grandement du rapport de la commission, comme là, le projet de loi actuel s'inspire de notre rapport de la commission sur l'évolution de la loi sur les soins de fin de vie. Quand on a élaboré la loi, à nouveau, on s'est questionné. On permet l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on devrait tout de suite permettre la demande anticipée? Puis la réponse a été non. Parce qu'on avait le sentiment que le consensus, il était fort, mais il y avait encore beaucoup de travail à faire. On se souvient qu'il y avait des gens très opposés à l'aide médicale à mourir. Et ce qui est formidable, c'est de voir que quand on fait bien les choses et que ça atterrit bien, bien, le consensus devient toujours plus fort. Et même des médecins qui étaient venus nous dire qu'ils étaient contre, à l'époque, ne sont plus non seulement pour, mais certains pratiquent l'aide médicale à mourir. Tellement on a bien fait le travail, on a donné du temps, ça atterrit correctement. Fait que je pense que c'était le bon choix de ne pas amener l'aide médicale à mourir anticipée parce qu'on constate, on l'a constaté pendant tous nos travaux, on le constate avec le projet de loi, c'est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. C'est un des enjeux intellectuels, sociaux, éthiques, juridiques, médicaux, je pense, les plus complexes qu'on peut imaginer. Et donc, je pense que c'était le bon choix parce que je fais beaucoup de conférences sur le sujet et je dois dire que oui, dans la population, moi, je n'ai pas peur d'affirmer qu'il y a un consensus, une volonté qu'on aille jusqu'aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Ça revient constamment. C'est la première question en général que j'ai après toute conférence. Mais là, est-ce qu'on va franchir ce pas-là? Mais là, ma mère, moi, elle aurait tellement voulu, puis là, elle ne peut pas. Elle a 88 ans, elle est inapte. Puis je sais que c'est pas ça qu'elle aurait voulu vivre, puis je sais qu'elle souffre. Moi, je sens ce consensus-là. On est là pour ça aussi, les élus, être connectés avec notre monde. Je pense qu'on est capable de le sentir, ce consensus-là, et on l'a senti à travers nos consultations dans notre commission spéciale, où Madame la présidente de la commission spéciale, que je salue aussi, mais j'allais venir, mais notre députée de Roberval, la députée de Roberval, je suis rendue que je me l'approprie, là, c'est comme... mais la députée de Roberval a fait un très bon travail avec mes collègues aussi qui étaient là. Fait que tout ça pour dire que ce consensus-là, il est là, mais il y a un énorme enjeu qui est de traduire ce consensus-là sur le principe en quelque chose de concret qui va être applicable. Parce que je veux juste que vous ayez un petit aperçu des heures et des heures et des heures de débat qu'on a fait de manière magnifique. Je salue aussi mes collègues, évidemment, de Darcy McGee, de Mélile et tout, évidemment, de Rosemont, puis les autres qui étaient sur la... Ah, bien, il y a ma collègue aussi de Saint-François, bien sûr, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger. J'espère que j'en manque pas, mais il y en a plein d'autres, mais ils ne sont pas en ce moment ici. C'est juste de donner une petite idée de l'ampleur et de la profondeur des débats que ça nécessite, d'imaginer que vous avez une personne à un moment X de sa vie qui a un diagnostic de maladie dégénérative neurocognitive comme l'Alzheimer, qui se dit, moi, si je suis rendue à telle étape et que je souffre, que j'ai des hallucinations, que je suis dans un état constant d'agitation, par exemple, que je fais de l'errance parce que je suis trop mal en point, en douleur, en souffrance, que j'ai de l'agressivité, que je deviens paranoïaque. Puis il y a des gens qui ont vécu des expériences avec leurs parents, avec leurs proches, qui peuvent se projeter là-dedans. Puis les professionnels sont là aussi pour pouvoir informer. Je pense qu'on va tous comprendre qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, si je vis une telle forme de souffrance, de déchéance,
d'inconfort absolument intolérable, je voudrais pouvoir demander l'aide médicale à mourir, obtenir l'aide médicale à mourir, si évidemment je remplis tous les critères, toutes les balises qui sont extrêmement strictes. Mais l'énorme défi, puis je veux juste essayer de le résumer à ça parce que c'est ça le cœur de la difficulté, c'est que vous êtes la personne que vous êtes à un moment X, mais quelle personne allez-vous être au moment Y? Et donc, on doit se demander comment arriver au bon équilibre. Parce que vous ne pouvez pas être juste dans des souffrances anticipées. Quand vous allez avoir votre diagnostic, vous allez être terrifié. Puis vous allez dire, jamais je vais vouloir vivre de l'incontinence, de la dépendance, être en CHSLD. Vous allez être paniqué pour reconnaître mes proches. Mais évidemment, au moment Y, vous pouvez être dans cette personne du moment Y, pas dans un état de souffrance du seul fait que, par exemple, vous ne reconnaissez plus quelqu'un ou que vous avez de l'incontinence. Vous pouvez avoir encore des petits plaisirs, aimer la musique, la période de zoothérapie qui va vous être offerte, vous faire un amoureux, une amoureuse, vous allez vivre. Vous n'êtes plus nécessairement la même personne avec toutes les mêmes idées parce que jamais vous auriez pu vous imaginer cette autre personne. Fait que je sais que je suis beaucoup dans la philosophie, mais c'est quand même fondamental comme débat. Donc, c'est pour ça qu'on est venu au consensus que la souffrance anticipée, évidemment, n'est pas je dirais, la seule en cause, elle n'est pas suffisante. Parce qu'évidemment, vous ne voudriez pas qu'une personne qui fait une demande anticipée ait moins d'encadrement qu'une personne qui fait une demande en temps réel, de pouvoir avoir l'aide médicale à mourir, où il faut qu'il y ait souffrance, déclin avancé irréversible, souffrance constante et inapaisable. C'est tous des critères auxquels on tient, qu'on a mis comme balise forte dans la loi initiale. Donc, on ne voudrait surtout pas qu'il y ait moins de balises alors qu'une personne est devenue inapte et qu'elle n'est plus capable de s'exprimer en temps réel à l'équipe soignante. Donc ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Puis vraiment, les témoins sont venus nous le faire ressortir. Il y a des lacunes à cet égard-là dans la rédaction du projet de loi parce que tous les critères ne se retrouvent plus alors qu'on est dans une demande anticipée qui demande, à mon avis, encore plus de soins, d'encadrement, de discernement. Donc, vous voyez un peu comment réconcilier ce que la personne voulait, mais en s'assurant que lorsqu'on va lui offrir, ça répond à ce qu'elle voulait, mais en même temps que ça répond aux critères et aux exigences qu'on s'est donnés collectivement pour avoir globalement un niveau de confort social et de maintenir le consensus quant à l'acceptabilité de pouvoir donner l'aide médicale à mourir à une personne qui est devenue inapte. Et les médecins, certains hier soir nous l'ont exprimé très clairement, imaginez la charge pour nous, médecins, de devoir administrer l'aide médicale à mourir à une personne qui n'est plus là pour verbaliser en temps réel sa volonté réitérée d'obtenir l'aide médicale à mourir. C'est une charge. Il y a d'ailleurs des médecins qui nous ont dit qu'ils font en ce moment beaucoup d'aide médicale à mourir, mais qui n'accepteront pas une demande anticipée pour donner l'aide à mourir à une personne inapte parce que pour eux, il y a une charge trop grande. Il y en a d'autres qui nous ont dit qu'ils le feraient, mais je pense que ça vous montre toute la complexité de l'affaire. Donc, ça, c'est au cœur du projet de loi de se dire comment on arrive à traduire cet équilibre-là, à ne pas faire l'économie de l'encadrement des critères, de la nécessité que tout soit présent, le rôle des professionnels, le fardeau qu'on met sur leurs épaules pour répondre à un besoin légitime, humain, fondamental des personnes, de pouvoir être respectées dans leur volonté si elles souffrent atrocement de manière constante. Mais ils ont un rôle énorme, puis il faut les entendre aussi, les infirmières praticiennes spécialisées qui, avec la proposition du projet de loi, auraient maintenant ce pouvoir-là aussi. Comment on fait le lien entre le premier médecin ou infirmière qui a accompagné la personne à la suite de son diagnostic pour écrire sa demande anticipée, pour lui dire « Voici vers quoi ton diagnostic de maladie neurocognitive peut te mener au cours des prochaines années. Voici ce que tu peux attendre. Voici comment tu peux décrire les choses. » Mais 5-6 ans plus tard, quand le moment se réalise et que la souffrance se concrétise, il n'est probablement plus dans le décor, le premier médecin. C'est le deuxième médecin, peut-être que vous êtes en CHSLD, et qui, là, va prendre la charge de ça.
Donc, comment vous vous assurez de cette continuité, de cet accompagnement-là de la manière optimale? Comment vous vous assurez aussi de respecter l'individualité de la personne avec cette idée de refus qui peut arriver, qui peut être un réflexe parce que vous êtes complètement inapte, très avancé dans votre maladie. Est-ce qu'on doit s'inspirer de l'idée d'un refus catégorique qui est au Code civil? Est-ce qu'on doit penser à autre chose? Est-ce qu'on doit aller en termes éthiques des gros questionnements jusqu'à la sédation pour que quelqu'un soit apaisé? Quel est le rôle du tiers, le tiers de confiance qu'on veut que la personne puisse désigner? Le tiers de confiance, il va alerter l'équipe médicale. Moi, c'est mon point de vue. Je pense que c'est cette personne-là qui connaît le mieux la personne qui doit alerter l'équipe médicale pour dire, je pense que ma mère, par exemple, elle est rendue où elle avait prévu et elle me semble souffrir. Pouvez-vous amorcer une évaluation? Dans le projet de loi, par exemple, en ce moment, le fardeau, il est sur l'équipe médicale. Moi, ça me fait peur parce que j'ai peur qu'il y ait des demandes qui tombent entre deux chaises parce que vous savez comment nos médecins sont occupés, nos infirmières aussi. Donc, qui va vouloir eux-mêmes se saisir d'un tel dossier? Fait que c'est juste quelques enjeux que je veux soulever. Je ne veux pas aller dans le détail de tout ce qu'il y a dans le projet de loi, mais il y a vraiment des pierres fondamentales qu'on doit continuer à retourner et des assises fondamentales qu'on va vraiment devoir respecter. Mon collègue, généreux collègue d'en face, le leader, m'a dit que si je dépassais de quelques minutes l'heure, il me donnerait son consentement parce que c'est pas évident dans un sujet comme ça de s'interrompre. Donc, je le remercie beaucoup. Vous savez, on vit des choses dans la transpartisanerie dans ce dossier-là qui sont toujours formidables, plus formidables les unes que les autres, donc je le remercie. Fait que tout ça pour dire que il y a beaucoup de questions. Le rôle des professionnels, l'accompagnement, l'évaluation de la souffrance, les deux moments qui doivent se connecter. Toute la question aussi de comment la loi elle est construite. On a des défis énormes parce que vous savez que les tribunaux sont venus enlever le critère de fin de vie. Ça me ramène à vous dire que je suis très fière de l'approche québécoise parce qu'ici, contrairement à un autre ordre de gouvernement, on n'a jamais attendu que les décisions des tribunaux nous tombent dessus. On a décidé que c'était des enjeux assez importants pour prendre nos responsabilités et faire les débats et faire les lois sans avoir le couteau sous la gorge d'une décision qui nous tombe dessus et qui, selon moi, ne donne pas toujours les résultats les plus heureux parce qu'on arrive alors juste dans une logique pure de droit. Et ici, on ne peut pas être juste dans une logique pure de droit. On est dans une logique de droit, d'éthique, on est dans une logique sociale, de respect de la personne et d'avancée sociale et de consensus. Donc, ça m'amène à mon dernier point, qui est de dire que je pense que la grande question qui nous assaille, en tout cas, moi, je dois vous dire, là, c'est omniprésent dans ma vie et dans mes nuits, par les jours qui courent, par les temps qui courent. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver avec quelques jours qui restent à la session? Alors qu'on est tous, en tout cas, en grande partie, je pense, moi, je suis fondamentalement d'accord avec ce principe-là. Je pense que c'est une avancée humaine et sociale extraordinairement forte pour amener de la sérénité à toutes ces personnes qui traversent cette épreuve d'une maladie neurocognitive dégénérative qui peut prendre toute la place dans leur vie. Je pense que c'est une sortie de secours, comme une jeune femme vous l'avait dit lors des premières auditions, qui avait l'ataxie de Friedreich et qui nous avait dit « Moi, j'ai 26 ans, je suis en fauteuil roulant, j'ai une maladie dégénérative, mais vous savez, l'aide médicale à mourir, pour moi, ça représenterait une sortie de secours qui me permettrait de me dire, si le pire arrive dans ma vie, je sais qu'il y a cette sortie de secours-là. J'espère ne jamais avoir à l'emprunter, mais si le pire arrive dans les souffrances possibles de ma maladie, elle est là. » Je pense que c'est la même logique qui doit nous habiter, de dire que quelle paix d'esprit on pourrait donner à ces gens-là de savoir qu'ils peuvent envoyer un signal à l'avance et que si le pire se produit dans leur vie, les pires souffrances se produisent alors qu'ils sont inaptes et qui n'ont plus moyen de s'exprimer et qui sont à la merci de décisions que d'autres prennent pour eux, au moins ils vont savoir, dans les premiers stades de la maladie, qu'ils ont la possibilité d'écrire et qu'on va respecter cette volonté-là si, évidemment, les critères sont bien remplis. Donc, je pense que c'est une avancée extraordinaire. Je pense que oui, au Québec, on est capable d'être précurseur. Il n'y a aucune loi comme la loi québécoise dans le monde qui allie toute la notion des soins de fin de vie, autant soins palliatifs
qu'aide médicale à mourir parce que le focus, c'est d'accompagner la personne. Ce n'est pas un geste unique, c'est une philosophie d'accompagnement. Je pense qu'on est capable d'être précurseur encore parce qu'il n'y en a pas d'autres, il n'y en a aucune. Là. Aux Pays-Bas, on entend les Pays-Bas, c'est possible aux Pays-Bas, mais ce n'est pas fondé sur une loi. Donc, on est en train d'écrire la première loi. Donc, il ne faut pas minimiser, je dirais, le sérieux de ce qu'on fait et la complexité de ce qu'on fait. Il n'y en a pas de modèle, il n'y en a pas de recette, on le crée, comme on l'a créé pour la première loi. Donc, je pense que sur le principe, et moi aussi, je vais être très claire, je vais voter pour le principe de ce projet de loi 38 que j'accueille vraiment avec beaucoup de bonheur, mais il faut être conscient qu'il reste énormément de travail à faire, énormément. Les auditions nous l'ont montré dans la philosophie, dans la structure, dans le détail des dispositions. Donc, évidemment, la grande question, c'est est-ce qu'on va y arriver? Moi, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui, Madame la Présidente, si on va y arriver, parce que je pense qu'on veut tous y arriver, mais on veut tous aussi avoir la meilleure loi qui, quand elle va atterrir, va faire comme la première loi, susciter un grand consensus, une grande adhésion. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je l'espère profondément et que je vais travailler très fort en ce sens-là. Et je suis extrêmement rassurée de voir le climat dans lequel on est, avec le ministre, avec les collègues de tous les partis d'opposition et de la partie gouvernementale, de l'écoute, du respect pour les opinions des uns des autres, des témoins qui sont venus. Ça nous met en confiance pour la suite. Ça ne veut pas dire que le travail n'est pas moins grand et épeurant et qu'il ne donne pas le vertige. Moi, en tout cas, il me le donne. Mais on sait qu'on est tous ensemble là-dedans et qu'on va tout faire pour faire le meilleur des travails possibles. Donc, je remercie du fond du cœur toute personne en ce moment qui s'investit à fond, que ce soit les témoins, que ce soit tous les citoyens. Je les remercie, qui m'envoient des témoignages. C'est incroyable. Hier, j'ai eu une conversation, je ne rentrerai pas dans les détails, mais avec quelqu'un qui était dans le processus elle-même d'aide médicale à mourir, extrêmement touchante. Donc, les gens nous suivent, les gens sont avec nous, les experts sont avec nous. À nous maintenant d'être à la hauteur et j'ai confiance pour la suite. Merci, Madame la Présidente.